naturellement polygame et la femme est naturellement hypergame. Si tu t'intéresses de près ou de loin aux relations hommes-femmes, tu as sûrement déjà entendu ces propos. Surtout si tu es plus client des contenus Red Pill, Black Pill, etc. Et si tu consommes ces contenus, il est probable que tu aies entendu la phrase suivante: plus une femme a de partenaires sexuels, plus elle aura des difficultés à rester mariée ou à trouver un mari. Cette déclaration est basée sur plusieurs études statistiques, dont une que je vous mettrai en description, et elle est assez intéressante parce qu'elle occulte totalement le fait que c'est aussi valable pour les hommes. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et oui, la plupart des gens qui citent ces études, en plus d'être biaisés et de l'utiliser à leur sauce, oublient un fait primordial qui est que l'homme est suradaptable. Qu'est-ce que j'entends par là? Adaptable veut dire qu'une partie de nos comportements, voire même une partie de notre biologie, va changer en fonction de notre environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour faire simple, l'épigénétique, c'est une science qui étudie l'ADN et qui nous prouve que, en fait, selon les contraintes qu'on exerce sur notre corps et sur notre mental, certaines parties de notre ADN vont s'activer ou se désactiver. C'est ce qui permet en partie la plasticité cérébrale, et c'est cette même plasticité qui nous permet, tout au long de notre vie, de nous adapter à différentes situations. Prenons l'exemple de Matt Murdock de la série Daredevil. Donc Matt Murdock est tout à fait normal à 9 ans et a un cerveau d'enfant normal à 9 ans. Sauf que il lui arrive un accident, il perd sa vue et alors son cerveau va entamer un processus, même si c'est pas montré dans la série, un processus qui va lui permettre de s'adapter à sa nouvelle cécité et développer ses autres sens, donc l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. Ce qui fait que théoriquement, si on faisait une IRM du cerveau de Matt Murdock à l'âge adulte comparé à celui d'un autre être humain qui lui a une vue tout à fait normale, ils auront un cerveau organisé différemment, avec des aires plus développées que d'autres et inversement. Et évidemment, on obtiendra le même résultat si on prenait le cerveau du Matt avant ses 9 ans et du Matt après son accident et son adaptation. C'est un exemple parmi tant d'autres qui prouve que même si on a une base non modifiable de notre ADN, le reste est quand même très modifiable et très influençable en fonction de ce qui nous arrive et de notre environnement. Mais c'est quoi exactement l'environnement? Alors, l'environnement, ce n'est pas que l'endroit où nous sommes. Les gens de nos jours aiment bien dire que la société nous influence et fait totalement ce qu'on est à tire-larigot, mais comme d'habitude, la réalité est un peu plus complexe. Ici, quand on parle d'environnement, on parle certes de l'endroit où on est, mais on parle aussi et surtout de toutes les contraintes qui vont être exercées sur notre corps. Par exemple, si vous êtes dans un environnement de sportif, vous allez faire du sport, vous allez avoir des contraintes mécaniques sur votre corps qui va le pousser à évoluer et qui va un peu activer votre ADN de musclé, pour schématiser un peu. Donc la même mécanique est valable quand on parle du cercle social et quand on parle des médias et de toutes les informations qu'on ingurgite. Tout cela va modifier nos comportements, nos façons de penser et vont finir par nous modifier. Parce qu'une fois que ce qu'on pense arrive dans le matériel et se transforme en action, ça va avoir une conséquence soit sur l'environnement extérieur qui va de toute façon avoir une conséquence sur nous. Donc ça fait un peu un cycle. Voilà. Et ces mêmes actions que vous prenez en place risquent à terme de devenir des habitudes. Et une habitude devient en quelque sorte votre nouvel environnement et va vous influencer de manière régulière. Et c'est pour ça que la hook-up culture nous baise en fait. Donc pour illustrer, je vais prendre l'exemple de Frédéric. Prénom mixte, qui peut être aussi bien une femme ou un homme, comme ça, j'ai pas de problème. Donc Fred ne veut pas se mettre en couple, mais il veut quand même pouvoir profiter de la vie et avoir autant de partenaires intimes qu'il désire. Sauf que le problème de Fred, c'est qu'à chaque fois qu'il couche avec quelqu'un de manière régulière, il finit par s'attacher et a envie de se mettre en couple, ce qui crée un conflit chez lui. Donc la solution que Fred a trouvée, c'est de ne pas coucher trop souvent avec les mêmes personnes et de changer, on va dire, de partenaire assez régulièrement. Et même s'il a un peu de mal au début, au bout du 10e partenaire, il commence à s'adapter et il commence à profiter de son indépendance et de la liberté que ce nouveau mode de vie lui permet. Et même si Fred est très heureux ou heureuse
de sa nouvelle liberté et du fait d'être libéré de toute souffrance, car vu qu'il ne s'attache pas, il n'a pas à se séparer, et vu qu'il ne se sépare pas, il ne souffre pas, parce que nous on n'aime pas la souffrance c'est pas bien, la souffrance fait que le monde est mauvais. Et même s'il profite de son nouvel état de grâce, le problème c'est qu'il se rend compte que il commence à un peu fatiguer, parce que Fred vit seul chez lui, il vit seul chez lui ou chez elle. Donc il ou elle fait toutes les tâches ménagères, toute la cuisine, tout le ménage, etc., etc. Et quand il tombe malade, en fait, il peut plus faire tout ça et il vit dans un dépotoir et personne ne peut venir l'aider. Il n'a pas de support. Donc il commence un peu à se lasser de ce mode de vie-là et il se dit je vais me poser finalement, c'est mieux, comme ça au moins je pourrais compter sur quelqu'un et ma vie sera un peu plus agréable parce que je me fais quand même un peu vieux. Sauf que le problème c'est que durant sa petite phase hook-up, le cerveau et le corps de Fred, il s'est habitué en fait à pas s'attacher, à pas lier le sexe à l'affection. Et du coup ça fait que quand il essaye de se réattacher à une nouvelle personne, à un nouveau partenaire, il n'y arrive tout simplement pas. Et il est frustré de cette situation car il se retrouve à fuir la solitude que la hook-up culture avait installée, à laquelle il avait l'habitué, mais est incapable d'accepter la réduction de son indépendance, de sa liberté, et surtout il n'arrive pas à s'attacher, et quand il est dans une relation, il pense déjà au partenaire suivant qu'il pourrait avoir, parce qu'il s'est conditionné à penser comme ça. Parce qu'au final, c'est ça le problème de la hook-up culture, c'est qu'elle vous apprend à supprimer tous les leviers, tous les processus de votre corps et de votre cerveau qui vous permettent de vous attacher à quelqu'un. Parce que le meilleur moyen d'enchaîner les coups d'un soir et les relations sans lendemain, c'est de s'entraîner à ne pas s'attacher pour ne pas souffrir et pour qu'il y ait le moins de friction durant cette période. Sauf que comme on vient de le voir avec l'exemple de Fred, une fois qu'on en sort de cette période et qu'on veut s'attacher, le corps il nous dit non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as passé 5, 6, 7, 10 ans à supprimer tout moyen de t'attacher, et là tu me dis t'en as marre, il faut tout reprendre. Mais Coco, t'as oublié une loi de l'univers en fait, c'est que c'est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire. Donc là, ça a été très facile de passer de coup d'un soir en coup d'un soir, mais si tu veux te réattacher, tu vas en chier. Et même si vous avez une famille, un enfant ou des amis avec lesquels vous êtes très proches et vous sentez un véritable attachement, sachez que de toute façon, votre mode de vie, la façon dont vous gérez vos partenaires va affecter votre relation parce que ça touche à tout votre système qui vous permet de vous attacher. Et en plus, de toute façon, ces relations-là ne peuvent pas servir de substitut. D'accord ? On a été conçu, on a été pensé pour avoir, on va dire, un partenaire principal dans notre vie, avec qui on fait la plupart des choses, avec qui on enfante, avec qui on éduque notre enfant, et avec qui on fonde une famille. Et ça, ce n'est pas remplaçable par des amis, ou par une famille de sang, par un frère, par une sœur, etc. Donc, même si la hook-up culture et la façon d'aborder ses partenaires peut paraître une alternative plaisante, agréable et voire même rentable, gardez à l'esprit que comme toute stratégie de maximisation du plaisir, à terme, cela ne vous laisse qu'une sensation de vide et en fait vous perdez quelque chose à faire ça. Le sexe, c'est devenu du sucre, c'est devenu quelque chose qu'on consomme sans modération. Et au final, à force de consommer, on n'en trouve même plus la saveur primordiale et on en a besoin de toujours plus. Et ça, c'est dû au fait que le sexe est devenu quelque chose de profane. Parce qu'au final, le vrai problème à la source de tout ça, c'est que le sexe, qui normalement est quelque chose de sacré et qui l'a été durant toute l'histoire, devient quelque chose de banal et une simple commodité, au même titre qu'une partie de tennis, qu'un bon repas ou que sais-je. Oui, c'est la partie de la vidéo où on va être un peu cucu. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Les gens ont oublié que, à la base, le sexe, c'est un moyen de créer une connexion avec votre partenaire. C'est un moyen de se montrer tel que l'on est, nu symboliquement, sans artifice, sans maquillage, sans rien. On se montre tel qu'on l'est à l'autre et l'autre nous accepte tel qu'on est. À la base, c'est ça le sexe. C'est pas juste un moyen d'accumuler du plaisir et de chasser de la dopamine gratuite. Parce que tout le monde a l'impression que c'est un truc banal, parce qu'on sexualise
tout, bon, enfin surtout les femmes, mais on sexualise tout pour vendre du parfum, pour vendre des voitures, pour vendre des je ne sais quelle autre connerie. Le capitalisme a fait que le sexe est devenu un asset, est devenu une marchandise, est devenu un outil de promotion. Et bon, je parle même pas de tout ce qui est film X, etc. Ça on en parlera plus tard. Je ne vous ai pas oublié, messieurs. Parce que si on se rappelait que dans le sexe, en fait, il n'y a pas que l'orgasme qui compte et qu'il y a aussi tout un processus de connexion, d'intimité, d'évolution de la relation, de communication, hein, peut-être qu'on pourrait sortir de cette hook-up culture et commencer à créer des liens et créer des relations qui importent et qui nous nourrissent intérieurement. Et ça, les femmes comme les hommes en ont besoin. Hein. Parce que oui, on peut m'apporter, oui, non, mais biologiquement, on est censé faire comme ci, comme ça. L'orgasme féminin n'a aucun intérêt biologiquement parlant. Et oui, c'est peut-être vrai, mais on n'est pas que des êtres biologiques, on est des êtres sociaux, on est des êtres intelligents. Ce qui fait qu'on doit prendre en compte nos besoins biologiques, donc le sexe, dormir, manger, mais aussi nos besoins d'affection. L'affection, la connexion, la sensation de se sentir compris, ça fait partie de notre biologie d'être intelligent et sentient. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à négliger. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre que le sexe, c'est bien plus que de la masturbation améliorée, vous n'arriverez jamais, en fait, à créer une relation viable, durable, dans laquelle vous vous sentez compris et heureux et de laquelle vous êtes satisfait. Et je dis pas que la recherche du plaisir c'est un problème en soi. Qu'est-ce que je raconte moi? Évidemment que la recherche du plaisir c'est un problème en soi. Arrêtez de chercher cette putain de dopamine facile. C'est la cause de tous vos problèmes, la recherche du plaisir. Que ce soit dû à votre consommation de sucre qui fait que vous avez des problèmes de santé, la consommation de film X qui fait que vous avez des problèmes d'attachement et les mêmes problèmes que la hook-up culture en fait, la consommation excessive d'alcool, le fait que vous ayez en boîte, le fait que vous ne procrastinez, que vous ne fassiez pas les choses qui comptent vraiment pour vous, tout ça c'est dû en partie à de la recherche de plaisir, parce qu'on est dans une époque où on pense que la recherche incessante du plaisir et la succession de plaisir est la clé pour une vie heureuse. Sauf que non, parce que la recherche du plaisir, c'est viable quand on est un animal qui ne vit que, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années au maximum. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit jusqu'à 70, 80, 90 ans et plus ça va avancer, plus on va monter. Donc si vous ne faites pas quelque chose dont vous êtes fier dans votre jeunesse et dont vous pourrez être fier sur votre lit de mort, croyez-moi, arrivé à 50 ans, vous allez déguster, vous allez vous sentir très mal parce que tous ces plaisirs accumulés sont éphémères et sont amenés à disparaître. Mais ce que vous avez construit, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez donné du mal, c'est ça qui va faire que vous allez être satisfait de votre vie et que vous allez vous dire j'ai vécu une bonne vie. Pas le nombre de partenaires que vous avez eu, pas la quantité de sucre que vous avez mangé, pas la quantité de films X que vous avez consommé, mais le travail que vous avez accompli, les gens que vous avez aidés, les projets que vous avez menés à bien, c'est ça qui va faire que votre vie va valoir le coup d'être vécue. Donc fixez-vous des objectifs, faites des trucs, accomplissez des choses qui soient importantes pour vous et pour vos proches et pour votre lignée, pour Dieu, pour le monde. Soyons fous et n'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Donc ne nous lâchez pas et faites ce que vous avez à faire.